Patrick est praticien hospitalier, il a été psychiatre des hôpitaux pendant de nombreuses années. Il vient de prendre sa retraite il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, un peu plus, 1er avril. Et il a été très longtemps aussi chef de service à Saint-Lô, donc c'est des questions qu'il connaît bien. Il les connaît bien aussi au travers de la Fédération d'aide à la santé mentale, Croix-Marine nationale on pourrait dire, puisqu'il a été très longtemps, et il est encore d'ailleurs, dans le bureau de cette fédération, notamment comme président de la commission scientifique. Et puis il a été aussi président des hôpitaux de jour psychiatriques. Voilà, donc il nous semblait important de lui donner la parole pour qu'il retrace au travers d'un exposé, vous allez voir, assez dense, assez long, mais nécessaire, je pense, cette question de comment ces choses-là arrivent aujourd'hui et comment on peut les penser dans un contexte historicisé. Je lui passe la parole. Merci. Je dois dire, ça fait un peu drôle de revenir dans cette salle où je n'étais pas venu il y a très longtemps, qui est une salle magnifique, en me demandant d'intervenir. Pascal et Marc et toute l'équipe ont probablement oublié qu'il est rare que je parle du sujet dont on me demande de parler. Ce que donc je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire de vous parler d'autre chose. Peut-être effectivement un témoignage à la fois historique, une mise en perspective, et puis il se trouve qu'un certain nombre des évolutions dont on vient de vous parler, du fait de mes fonctions à la Croix-Marine, j'ai été amené à travailler avec un certain nombre de personnes, Robillard, les gens qui ont travaillé sur l'article 13, comme il s'appelle, l'ARH d'Aquitaine, qui doit nous sortir un rapport depuis maintenant près d'1 an, qui n'est toujours pas sorti. Donc ma vision des choses est peut-être un petit peu différente. C'est le problème quand on va au restaurant, on peut être tout à fait content de ce qu'on mange, il vaut mieux pas mettre trop le nez dans la cuisine. Donc le propos que je vais essayer de tenir devant vous, ça va être de reprendre un peu l'histoire de la psychothérapie institutionnelle et de la psychiatrie de secteur, et à partir de cette histoire, d'essayer de voir comment tout ce qui a constitué la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur, comment ces différents éléments ont évolué aujourd'hui, et à partir de là, comment on peut espérer, imaginer, faire travailler les équipes hors les murs. Donc effectivement, j'espère que tout en étant hors sujet, je vais quand même répondre à votre commande. Le regard sur la folie demeure encore aujourd'hui empreint d'une profonde ambivalence. La maladie mentale reste un mystère fascinant et angoissant que la raison s'efforce de comprendre et d'expliquer, que l'artiste, avec la polysémie du terme même, joue entre absence de sagesse et perte de raison au sens médical du mot, quand le médecin et les soignants se sont efforcés de sortir du ghetto de l'asile pour en faire un lieu de soins. Et quand le patient lui-même, aujourd'hui, doit composer avec sa maladie, avec le regard que la société porte sur elle et sur celui qui en est atteint. La folie est d'abord une pathologie de la liberté. À Bonneval, en 1946, la célèbre dispute entre Jacques Lacan et Henriette tournait autour de cette idée même de la liberté. L'être de l'homme, non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait en lui la folie comme limite de la liberté. Ça, c'était à propos de Lacan. Et elle complétait le corps psychique et l'envers de cette dissolution qu'est la folie. La liberté chez le fou est aliénée en raison de l'altération de sa santé mentale qui se traduit par des troubles de la pensée, de la vie affective et ou du comportement. Pour exprimer l'insaisissable, le malade est convoqué dans différents registres, malade mental, puis malade psychique, patient, usager, voire client. Nombreux sont les termes utilisés qui succèdent à insensé, fou, aliéné, trop stigmatisant. Ces évolutions ont profondément modifié les pratiques, je vais m'efforcer de le montrer, dans chacun des domaines constitutifs de ce que l'on a appelé la psychothérapie institutionnelle et la politique de secteur, le travail hors les lits. Alors, voilà. 1941, un petit village français, résiste à l'envahisseur. Il se situe en Lozère et son territoire gère un hôpital psychiatrique. Ce village, c'est Saint-Alban sur la Limagnole, qui va devenir le haut lieu de la psychothérapie institutionnelle.
L'hôpital est dirigé par Paul Balvet, qui vient d'accueillir en son sein un psychiatre à l'accent catalan prononcé, François Tosquelles, que Pierre de Lion décrira plus tard comme un mélange du Sancho Panza de Cervantes, pour son côté garde-fou dans toute la noblesse du terme, et du seigneur Oliveira de la Figuera d'Hergé, marchand zondien de 4 saisons, possédant dans son barda tout ce qui pouvait être utile à Tintin. Initialement militant au POUM, qui était un mouvement trotskiste anti-stalinien, il a pour tout viatique 2 livres. Expérience de Güterloch, d'Hermann Simon, psychiatre très influencé par Bleuler et l'école de Zurich, et par ce biais par Freud, et la thèse de Jacques Lacan, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. François Tosquelles les fait imprimer dès sa création par le Club des Malades, qui deviendra en 1950 le Club Paul Balvet. Hermann Simon mobilisait et responsabilisait tous les malades et tout le personnel pour participer à l'amélioration de leur cadre de vie, considérant l'hôpital comme un organisme malade. Il affirme qu'il faut constamment traiter les 3 maux dont sont menacés les malades mentaux dans un hôpital et contre lesquels la thérapeutique doit lutter. L'inaction, l'ambiance défavorable de l'hôpital et le préjugé d'irresponsabilité du malade lui-même. Jacques Lacan, quant à lui, n'a pas encore fondé son école, mais il propose déjà ce qu'il appelle un retour à Freud, lequel avait buté sur les modalités singulières du transfert chez le psychotique dans ce qu'il nommait la névrose narcissique. Pendant la guerre, 40 000 des 80 000 malades mentaux hospitalisés vont mourir de privation et de faim. Dès 1942, au congrès de Montpellier, Paul Balvet et François Tosquelles dénoncent l'immobilisme et la décadence du système asilaire, l'état des malades mentaux, et ils décrivent ce qu'ils regardent comme un véritable génocide. À Saint-Alban, le village sera plus tard décrit par François Tosquelles comme le jardin de l'hôpital. Il se crée ce que Jean-Henri nommera l'ambiance, plus qu'une alliance, une connivence entre professionnels et villageois, entre villageois et fous. L'implication de la cité est au cœur de la pratique de François Tosquelles. Les 2 piliers de la psychothérapie institutionnelle sont en place, psychanalyse et politique. Politique ici au sens gestion de la cité, avec une vision marxiste de celle-ci et partant de l'institution hospitalière. À Saint-Alban, François Tosquelles est rejoint par Lucien Bonafé, André Choran, Maurice Despinois, Jean-Henri, Robert Millon, Roger Gentis, Marius Bonnet, mais aussi par des intellectuels dont les poètes Paul Éluard et Tristan Tzara, le philosophe Georges Canguilhem, qui tous fuient Paris au milieu des patients et du personnel. Il contribue à un brassage continuel qui est le berceau de l'humanisation des soins en psychiatrie. Dès 1942, Bonafé commence à parler de secteur de psychiatrie et expérimente sur l'ensemble de la commune la pratique d'une psychiatrie égalitaire et communautaire. La Société du Gévaudan fonde les bases d'une pratique inédite de la psychiatrie dans laquelle soins, recherche et formation sont intégrés par une démarche collective. Pendant ces années d'occupation, la Société du Gévaudan avait une autre mission: faire passer vers la France libre des ouvrages des passagers clandestins qui profitaient des liaisons entre Jacques Lacan à Paris, en zone occupée, et Horace Turabia à Aurillac, en zone libre. Ici, aux 2 jambes de la psychothérapie institutionnelle, on ajoutera ce qui les fait avancer, le militantisme, et une pensée, la clinique psychiatrique. Nombre d'influences vont nourrir la réflexion des psychothérapeutes institutionnels, ce qui explique la diversité des courants qui vont les traverser et que nous n'aurons pas le temps de tous explorer. Je pense ici au structuralisme, à l'anthropologie, la linguistique, et rappelle Jean M des emprunts à Sartre ou à Lévi-Strauss, qui mettent en évidence que toute société, même la plus archaïque, est structurée par 3 types d'échanges: échange des femmes, des paroles et des marchandises. Quant à la linguistique, elle permettra à Jean-Henri d'évoquer la gesticulation syntaxique, d'où pourraient surgir des effets de sens, ou ce qu'il appelle les calculateurs sémiotiques. J'ajouterai à propos de Lévi-Strauss la notion d'efficacité symbolique, si importante pour structurer le travail en équipe. Dès 1943, Lucien Bonafé remplace Paul Balvet, mais il quittera quelques mois plus tard Saint-Alban pour rejoindre la Résistance. En 1947 est fondée ce qui va devenir plus tard la Fédération d'aide à la santé mentale. Cette même année, Tosquelles accueille Jean-Henri, qui est alors interne, et qui restera 2 ans à Saint-Alban. Entre ces 3 hommes, Bonafé, Houry et
Toscaïès se nouera une complicité particulière qui survivra au-delà de leurs divergences théoriques et politiques. En 1951, Henriet organise les Journées de Bonneval, où François Toscaïès, prenant acte du rejet du malade psychotique par la société, développe les bases de ce qu'il appelle la psychothérapie collective, en préconisant la mise en application au sein même de l'hôpital de ce que Georges Daumaison et Philippe Coquelin appelleront l'année suivante la psychothérapie institutionnelle. 1952, c'est Frantz Fanon qui rencontre François Toscaïès à Saint-Alban. Il parle d'une pratique psychiatrique attentive surtout à la complexité des différences qu'il y a entre les hommes. C'est cette même année que va sortir la circulaire 148 qui vise à faire disparaître de l'asile tout ce qui, de près ou de loin, rappelle l'univers carcéral. 1953, Jean-Houry crée près de Blois la clinique du Château de la Borde, lieu de soins, mais aussi, peut-être surtout, d'enseignement pour des stagiaires du monde entier sur les pratiques et la théorie de la psychothérapie institutionnelle. 1954, c'est la création de VST, Vie sociale et traitement, par Daumaison et Germaine Le Guillan, qui accompagne la création des CMEA, c'est-à-dire des stages permettant la formation des infirmiers des hôpitaux psychiatriques. Daumaison était extrêmement attaché à tout ce qui tournait autour de la formation. 1957, au congrès de Zurich, Houry fait une intervention sur l'entourage du malade dans le cadre de la thérapie institutionnelle, dans lequel il développe son idée de la double aliénation sociale et mentale. C'est cette même année, sous l'égide de Daumaison, qu'ont lieu les premières rencontres du groupe de Sèvres, où l'on discute des théories du secteur en psychiatrie, de la participation des infirmiers à la psychothérapie. Il faut savoir que ce fut un moment de clivage et que cette discussion autour de la possibilité pour les infirmiers de travailler comme psychothérapeutes a abouti d'une part au fait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les processus psychothérapeutiques et à la scission du groupe de Sèvres. Une première circulaire réorganise le fonctionnement de la psychiatrie en aménageant le travail thérapeutique en 1958, impulsée par les nombreuses publications des psychiatres désaliénistes. Jean M, sur ce point, fait la différence entre désinstitutionnalisation, qui est un terme anglo-saxon, et en fait le processus français, et tous les grands psychiatres de l'époque parlaient plutôt de désaliénation. C'était des désaliénistes, c'est-à-dire il s'agissait de sortir de l'aliénation, alors que l'institution, au sens propre, est d'une autre nature. Je vais en reparler un peu plus loin. C'est à cette époque que la circulaire organise ce qu'on appelle les clubs thérapeutiques et reconnaît l'existence de la possibilité de créer au sein des établissements une association dont le but est que tout ce qui est mis en place et travaillé dans les ergothérapies, par exemple, revienne aux patients et non pas à l'hôpital. Cet article a été l'objet d'une longue bataille au cours des années, et encore, et avec bien des difficultés, on en retrouve un embryon, on va dire ça, dans l'article 13 dont on parlait tout à l'heure, qui est maintenant d'ailleurs, je crois, l'article 69, année érotique. Alors, le 15 mars 1960 naît officiellement la psychiatrie de secteur grâce à une circulaire qui doit beaucoup au groupe de Sèvres et à Henri Duchesne, qui organisa les dispensaires dans le département de la Seine et présenta un rapport sur les tâches d'hygiène mentale dans la psychiatrie de secteur. Saint-Alban accueille alors les premières journées du groupe de travail sur la psychothérapie et la sociothérapie institutionnelle, et avec Hélène Chéniaud, Jean-Houry et François Toscaïès, 12 rencontres se succéderont entre le 1er mai 1960 et le 31 octobre 1965. D'autres psychiatres participent à cette élaboration. Jean M, qui est alors délégué syndical à la CGT et qui est sympathisant trotskiste, Hélène Chéniaud, Roger Gentis. Ce dernier publie Les lits de l'asile en 1970, pamphlet contestataire, tout comme en 1973, la psychiatrie doit être faite et défaite par tous. Félix Guattari, psychanalyste et philosophe, rejoint Jean-Houry à la Borde, où il va développer le concept de transversalité, mode relationnel horizontal utilisé lors des relations thérapeutiques et qui permet à la parole de passer librement sans passer par la voie hiérarchique. Coquelin, élève de Daumaison, met en place les activités culturelles et sportives auxquelles participe l'ensemble du personnel, soignant, administratif, technique, et il est le promoteur des réunions de pavillon. C'est dans les années 70 que va concrètement se mettre en place sur le territoire français le secteur de psychiatrie. Un précurseur, Philippe Baumel,
avait débuté une expérience dans le 13e dès 1958, ce qui deviendra l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Philippe Pommel, bientôt rejoint par Serge Lebovici, psychanalyste et psychiatre d'enfants, René Dietkin, Paul-Claude Racamier, a été le premier à concevoir et à mettre en œuvre, en tant qu'expérience pilote, la politique de secteur. Il meurt en 1974, mais quand j'entre quelques mois plus tard à l'eau vive, l'hôpital du 13e ouvert en 1962, ses élèves entretiennent la flamme ainsi que son épouse. Jacques Azoulay, les Questinbert, Bernard Brusset, Jacques Angeberg, Claude Ballier, Paul Bécard sont nos enseignants, ainsi que Dalia, patiente pionnière qui avait ouvert l'eau vive avec Philippe Pommel, schizophrène flamboyante, mémoire vivante de l'hôpital. Et je travaille pour ma part dans le pavillon 7, pavillon fermé qui fonctionne selon les principes édictés dès 1952 dans la thèse de Philippe Pommel, essai de traitement collectif du quartier d'Agité. En 1970, paraît le psychanalyste sans divan de Paul-Claude Racamier, Serge Lebovici, René Dietkin et Philippe Pommel. Ils mettent en avant les interactions dynamiques entre malades et institutions et décrit en détail les phénomènes de résonance sociopathologique entre dissociation schizophrénique et dissociation du milieu, soutenant l'apport de la théorie psychanalytique à la compréhension des maladies mentales et éventuellement à l'organisation d'institutions destinées à les traiter. À Soisy et dans le 13e, on assiste à l'époque à des confrontations entre l'Institut de psychanalyse, dirigé par Serge Lebovici, et l'école freudienne de Jacques Lacan, fondée en 1964. C'est vers ce dernier que se tournent majoritairement les jeunes professionnels, jusqu'à la dissolution en 1980, qui signe la reprise en main de l'école par son gendre, Jacques-Alain Miller, détournement d'héritage théorique pour certains, les scissions se multiplieront dans les années 80. C'est au cours de ces mêmes années que vont survenir les premiers accros. Sous couvert de rationalité, et dans l'espoir vite démenti que la diminution de l'offre diminuerait la demande, le ministère divise par deux le nombre de nouveaux psychiatres formés, puis annule la spécificité psychiatrique de leur internat. Il en ira de même à la fin de la décennie pour les infirmiers de secteur psychiatrique, mettant un terme à une formation originale des professionnels qui associaient théorie et pratique. Les infirmiers de secteur psychiatrique ont été très actifs dans le désaliénisme, puis dans la mise en place du secteur. Ils ont été une des principales forces vives pour ces changements profonds, et nombre d'entre nous leur doivent la qualité éventuelle de leur pratique. Pierre de Lyon dénoncera cette perte des savoirs spécifiques. À cette époque également, la biologie fait une entrée en force dans les pratiques, parallèlement au déclin de la psychanalyse, au profit de la systémie, issue des théories de la communication et des travaux de l'école de Palo Alto, et au profit du cognitivo-comportementalisme. À l'époque, Zarifian, qui a lui-même éprouvé la réalité de ces dérives, expliquera que les outils de recherche ont changé, mais les concepts et les modèles sont demeurés immuables. Aucun résultat utile pour le diagnostic ou pour les soins n'a été obtenu. L'imagerie cérébrale permet certes d'établir des diagnostics dans les maladies neurologiques, mais elle ne sert pour le moment qu'à fabriquer des hypothèses dans les troubles psychiques. La société civile française devient individualiste, Narcisse remplace Oedipe, prélude à la naissance d'une société préjudicielle fondée non plus sur la coopération mais sur la compétition et s'organisant sur un mode obsessionnel visant à l'homéostasie sociale et institutionnelle, alors que la névrose obsessionnelle, comme toutes les névroses, a parallèlement disparu de la clinique psychiatrique. Un mot sur les rapports entre la psychothérapie institutionnelle et la politique de secteur. J'entends avec son accent des rocailles François Toscaïès prôner la cognatrie. Dans un entretien, dit-il, le patient déconne. On l'autorise à déconner. Déconne, mon petit, déconne. Attentif aux propos du patient, aux inflexions du discours, au silence, j'associe avec mes propres déconnages. Et presque endormis tous les deux, faisant le constat que lui ne déconne pas à ses yeux, il finit par se déconnariser, avec l'aide du déconneur en position de thérapeute. Cet exercice de la cognatrie, il nous faut probablement le réinventer, et ce d'autant que Jean Houry nous disait lui-même régulièrement qu'il ne savait toujours pas ce qu'est la psychothérapie institutionnelle. Bonafé, lui, proposait de détruire un système inhumain et de bâtir son contraire sur ses ruines, ce qui impose vigilance, résistance et esprit dialectique pour permettre l'expression de la parole afin de limiter l'effet iatrogène des soignants et des institutions.
Dans un entretien rapporté par Pierre de Lyon, François Tosquelles et Lucien Bonafé, que François Tosquelles appelait le paladin du secteur, discutaient de la mise en place du secteur. Écoutons leurs propos. François Tosquelles aimait rappeler que le modèle de la psychiatrie de secteur était le comarque, une structure géographique et sociologique qui existait de très longue date en Catalogne. Dans les armées républicaines, il était chargé de la sélection professionnelle. Il s'agissait pour lui d'articuler les problèmes d'hygiène mentale. Par exemple, les militaires me demandaient si dans tel secteur ils devaient accélérer le rythme des permissions. Ça, c'était de la psychiatrie de secteur. Et cette psychiatrie avait un centre à Almodóvar del Campo où se trouvait l'hôpital psychiatrique dont j'étais aussi le directeur. Il venait des trépassés, des muets, des schizoréactifs, des histoires comme ça. Et ça garantissait mon action sur de nombreux points de la prévention ou de l'hygiène mentale. Pour François Tosquelles, la difficulté est d'intégrer la folie dans la cité. Il est évident que la folie comporte automatiquement des phénomènes d'exclusion, pas uniquement de régression sociale, mais je dirais presque en paraphrasant Freud, de refoulement primaire. La folie est automatiquement refoulée et les porteurs de folie automatiquement refoulés. On en tolère certains dans la mesure où la folie s'habille d'art. Je pense par exemple à Dali. Il y a eu en France un engouement pour le secteur, un complot commun de l'administration et des établissements et de pas mal de psychiatres qui crèvent de peur devant le problème de la folie. Mais la folie ne peut pas être pour eux ce qui se joue précisément dans une situation limite pour chacun de nous, dans le processus de singularisation de l'homme, pour dire comme Lacan. Bonafé, lui, insistait surtout sur le travail d'équipe, qui ne concernait pas seulement le collectif des psychiatres. On peut considérer comme un des bienfaits de l'occupation le remaniement très profond qui s'est produit au sein du collectif soignant, médecins et infirmiers. L'occupation a joué un rôle d'une grande importance dans cette mutation du « je » vers le « nous » de l'équipe soignante. Il y a eu sous l'occupation une expérience de fraternité qui est essentielle, et pas seulement à Saint-Alban. Daumaison insiste beaucoup là-dessus. Nous avons été parmi les assassins du « je », de ceux qui sont contre l'autocratisme, qui ont mené un même combat constant contre la personnalisation des choses. Saint-Alban est un lieu de pointe en France de la recherche du travail extra, des aliénations du système hospitalier, travail hors de l'hôpital, développement des consultations, développement des relations médico-pédagogiques, travail migrant qu'on appelait la géopsychiatrie. On continuait à aller chercher les fous chez eux. On y allait à plusieurs, en équipe, et on en profitait pour s'arrêter et faire la posture ambulatoire. On s'arrêtait dans la ferme où il y avait une malade qui était sortie un mois ou deux pour rompre le pain et consommer le sel ensemble. En fait, sous les auspices du saucisson et du vin rouge. Et on discutait. Il y avait tout un travail de contact avec le malade dans son lieu d'habitation. Le secteur va connaître deux écueils. Son caractère totalisant, qui veut que lorsqu'un patient entre dans le secteur, toute sa vie est désormais réglée par l'institution. Une autre forme d'exclusion, au dehors pourrait-on dire. L'autre problème, c'est que l'extra-hospitalier devient un must, lieu paradisiaque où la schizophrénie se dissoudra par la seule vertu d'un évitement de l'hospitalisation. Si celle-ci est parfois consentie, c'est un regret, témoignage d'un échec et comme une mauvaise action. Cette naïveté écologique, dit Jean M., plus ou moins teintée d'antipsychiatrie, réalise alors une véritable fuite en avant dans laquelle vont s'engouffrer tous ceux qui étaient restés inactifs dans l'hôpital, se contentant de distribuer des médicaments. Qu'est-il advenu de tout cela? En premier lieu, pour ce qui concerne la psychanalyse. La psychanalyse est attaquée, et ce n'est pas nouveau. Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, s'y était déjà essayée. Comme toutes les religions, marxisme et christianisme, la psychanalyse se montre sur un fond de concepts rigides, d'une souplesse gênante. Si on attaque la lettre de la doctrine, le psychanalyste prétend qu'on en méconnaît l'esprit. Si on en approuve l'esprit, il veut vous enfermer dans la lettre. Mais parmi ceux-ci, comme parmi les chrétiens et les marxistes, dit-elle, il existe des hérétiques. Et plus d'un psychanalyste a déclaré que les pires ennemis de la psychanalyse, ce sont les psychanalystes. Récemment, Boris Cyrulnik, montrant que les neurosciences lèvent petit à petit un coin du voile sur certaines avancées de Freud, se voyait taxé sur les réseaux sociaux de religieux. Comment comprendre cet ostracisme, cette haine même, dont la psychanalyse est aujourd'hui l'objet? C'est vrai, le livre noir de la psychanalyse de Mikkel Borg, Jacobsen, Jean Gautreau et Didier Pleu
ainsi que le crépuscule d'une idole de Michel Onfray, gloire locale, ont annoncé la Lali. Mais on aurait pu penser que le cognitivo-comportementalisme triomphant aurait le triomphe modeste et laisserait tranquillement tomber en désuétude ce qu'il regardait il y a peu comme de vieilles lunes. Que l'on critique la psychanalyse ne pose évidemment aucun problème. Freud lui-même y avait invité, tout comme Jacques Lacan, qui avait démythifié le discours du maître. Que des psychanalystes et des pratiques aient pu contribuer à discréditer la psychanalyse, c'est incontestable. En sacralisant certaines figures et certains points théoriques, on prenait le risque d'attaque. Mais ceci n'explique pas la violence. On le constate encore dans une pétition qui circule actuellement à destination du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Je cite « Stop psychanalyse dans les tribunaux, expertise psy et enquête sociale », avec entre autres « Les juges et magistrats instruisent donc leurs dossiers sur des rapports alimentés par des théories ou dictates de la psychanalyse, sans le moindre étayage scientifique ou élément probant, et ne remettent nullement en cause la validité de tels écrits. De nombreux procès indiquent que la fiabilité de l'expertise est un leurre, et pour ceux ayant eu un retentissement médiatique, il pense ici à Routreau, les experts désignés sont pour la plupart d'obédience psychanalytique. Freud l'avait dit, il avait apporté la peste, et la peste doit être chassée de la cité. René Girard, par ailleurs peu suspect de sympathie envers la psychanalyse, en a montré le mécanisme. Mais dans la relation thérapeutique, honnir la psychanalyse, c'est s'exonérer de la question du transfert et de son pendant, le contre-transfert, outil clinique pourtant si pertinent. C'est éviter la question des projections scissionnelles mises en évidence par Ronald Searls dans l'effort de rendre l'autre fou. Si le système devient fou, qu'a à y gagner le fou? Et l'extrême protocolisation supprime-t-elle ces projections? À l'évidence, non. C'est de mon point de vue l'une des raisons du retour du refoulé violent dans les unités, dans une société, il est vrai, violente, car les mouvements scissionnels, surtout dans un temps narcissique, sont en eux-mêmes violents, surtout non analysés comme tels. Un autre point important est ce que Paul-Claude Racamier nomme séduction narcissique. Le thérapeute agit en fait à son profit narcissique. Je suis un bon soignant. Une forme, pour reprendre la terminologie de Coates, de self-objet gratifiant qui transforme l'autre en objet, lui retirant du coup toute altérité. Le chemin est tout tracé vers le soi grandiose du thérapeute ou la dépression, en cas d'échec. Il y aurait beaucoup à dire sur l'apport de la psychanalyse dans la psychothérapie institutionnelle, et je vous en renvoie à tous les écrits disponibles sur ces questions, mais je m'en voudrais de ne pas citer Jacques Hockman, dont on connaît l'importance et l'originalité de l'activité et de l'œuvre. Il se réfère plus volontiers, lui, à la psychiatrie communautaire, à laquelle il a consacré un livre en 1971. Comme pour Lucien Bonafé, il parlait du pouvoir soignant du peuple. L'équipe soignante est l'avant-garde du prolétariat. C'est pourquoi il faut instaurer une dissémination de la thérapie et une dissémination de l'autorité. Hockman ne regarde pas l'institution comme bonne ou mauvaise, il attend d'elle qu'elle réalise un cadre, un contenant, voire un conteneur. C'est ce qui est pour lui instituant. L'importance du cadre est un enjeu institutionnel de la relation soignant-soigné. Il fixe des limites qui sont d'autant de garanties pour le patient lui-même, mais aussi pour le soignant qui doit intervenir dans la cité. Alors risquons une hypothèse. Dans une société individualiste qui refuse le désir, ayant érigé le besoin et sa répétition en moteur de l'économie au travers de la consommation, interroger le rapport de l'homme à son désir, à ce qu'il fonde en somme comme humain, est probablement dérangeant. Freud, en articulant désir et interdit, figure le désir comme producteur de fantasmes. Le désir désire moins l'objet de son désir que le fantasme inconscient de celui-ci. En fait, le désir n'est-il pas au fond que désir de désir? Pour Lacan, ce désir est d'abord désir de l'autre, ou un désir mimétique pour René Girard. Baudrillard trouvera dans le mouvement du désir de la machine à consommer, puisque dans le désir de consommation, ce que nous désirons en fait, c'est consommer. Slavoj Žižek, philosophe foutraque mais ô combien passionnant, nous propose une clé. En livrant nos sociétés à la jouissance immédiate, au refus de la mort possible, de la vieillesse, le jeunisme de Daniel Marcelli, ne peut-on espérer une autre puissance du désir que celle proposée par la vie économique sans frein de notre mondialisation, afin que le désir ne se transforme pas en désir de mort et donc en mort du désir. Dans le sujet qui fâche, il s'efforce de réaffirmer le sujet cartésien. Il ne prétend pas simplement revenir à Descartes comme sujet en tant que tel,
où le sujet est comme transparence de la conscience à elle-même, le cogito, mais mettre en lumière le moment de folie propre à la subjectivité, sa dimension excessive, transgressive, subversive. Le sujet en tant qu'irruption violente de l'universel éthique dans l'ordre naturel de l'être est aussi par là même directement politique. La condition du sujet est bien la plupart du temps d'être assujetti, domestiqué pour vivre dans le monde quotidien. Et ce sujet est aussi un foyer d'insurrection. En ce sens, l'obéissance au pouvoir ne se fait pas sans désir. Dès lors, il est faux de croire que les pouvoirs coercitifs répriment le désir. Bien au contraire, ils se soutiennent de lui. La question est au cœur de la subjectivité, de la folie et de l'altérité. Ainsi, s'il en suit Zizek, l'autre, petit ou grand, est le véritable exclu de cet anathème antipsychanalytique. Alors pourquoi le déclin de la psychanalyse? En un mot, l'époque se veut athéorique. Le DSM le serait, la psychanalyse pas. Place à la méditation, au mindfulness, c'est plus sérieux quand on anglo-saxonise, à la méditation en pleine conscience, un pied né à la psychanalyse, au zen, à la réflexologie, technique dont on ne peut évidemment contester l'intérêt, mais qui interroge sur leur fondement scientifique, toutes issues qu'elles sont de l'ayurveda hindouiste, du bouddhisme, du confucianisme ou du taoïsme. Loin de moi l'idée, par ailleurs, d'ostraciser le cognitivo-comportementalisme. Nombre de patients sont aidés et réellement soulagés par cette technique. Et que nos amis prennent garde que le balancier de l'histoire un jour ne leur rappelle qu'ils sont les fils d'Ivan Pavlov et de Stanley Milgram. Qu'est devenue la politique dans la santé mentale? Elle a joué un rôle majeur dans son développement. Ses premiers promoteurs se situaient à l'extrême gauche de l'échiquier politique, et le combat politique pour ces hommes traduisait leur profond engagement dans la cité. Et ils l'ont fait à une époque où le risque, rappelons-le, concernait leur propre vie, l'époque de la guerre civile espagnole ou de la résistance. C'est aussi un moyen de rappeler que le risque zéro dans la vie n'existe que dans les cimetières. Après la guerre, je vous laisse interpréter. Enfin non, vous ne pouvez plus interpréter puisque vous n'avez plus le droit de faire la psychanalyse. Donc j'interpréterai tout seul. Après la guerre et jusque dans les années 70, la psychothérapie institutionnelle et même pour nombre d'entre nous la psychiatrie de secteur était un engagement. Pour qui a discuté avec Tony Lenné ou Lucien Bonafé, pour ne citer qu'eux, la dialectique de la lutte des classes était partie intégrante de leur appareil à penser. Ceci se traduisait aussi dans les engagements artistiques, le surréalisme pour Lucien Bonafé. La politique fut au cœur des tensions, entre trotskistes et staliniens par exemple. Rappelons l'âpre bataille contre la psychanalyse déjà après-guerre pour les staliniens. Le camarade Staline avait proscrit la psychanalyse comme idéologie réactionnaire. L'essentiel des engagements était à gauche, mais une gauche qui était déjà mosaïque, qui allait de témoignages chrétiens à Trotsky. On trouvait aussi de jeunes socialistes issus des jeunesses étudiantes chrétiennes et des proches de Jacques Maritain, démocrate chrétien après avoir été proche de l'Action française. Ce que l'on doit constater aujourd'hui, c'est que l'engagement politique de cette nature a disparu, et pourquoi ne pas le dire ayant atteint le crépuscule de ma carrière, l'engagement tout court, même si votre présence ici me dément, sans jeu de mots. L'individualisme, là encore, est passé par là, et les combats collectifs ont changé de nature, pour n'avoir pas disparu. L'autre est en effet de retour, mais pas dans le quotidien de l'altérité, où uniformisation et bureaucratie des pratiques amènent chacun à faire le job dans les clous, si vous voulez bien me passer l'expression. On le voit surgir dans les moments qui sortent de l'ordinaire, les attentats, les inondations en ce moment, nuit debout. C'est vrai, les rêves de changement de société, d'une société meilleure, plus égalitaire, se sont estompés sous l'effet d'un consumérisme libéral conquérant. Syriza et Podemos ont probablement sonné temporairement, peut-être, le glas d'une autre manière de penser la société et la politique. Mais la solidarité n'a pas disparu. Une certaine forme de fraternité, idée paulinienne s'il en est toujours d'actualité. L'engagement est circonstanciel, on l'a vu en 2002 ou après les attentats de 2015, et on peut le regretter. Il est probablement plus facile de stigmatiser le politique, qui, il est vrai, prête largement le flanc à la critique, mais n'avons-nous pas les politiques que nous méritons si nous ne sommes pas plus engagés dans la politique ou les contre-pouvoirs? Il faut probablement réinventer la politique en ce début de siècle, mais pour cela il faut l'investir, ne serait-ce que pour donner du sens aux futurs engagements.
Qu'est devenue la clinique? À la fin du XXe siècle, l'apport psychanalytique est jugé idéologique ou théorique, et la science, la vraie science bien sûr, doit se dépouiller de toute tentation théorique pour tendre à l'objectivité. À partir des années 70 ont émergé les objets de santé mentale, tous issus des neurosciences, des critères médico-économiques et pour une part du mouvement social. C'est l'avènement du DSM et avec lui du pharmagéddon et du disease mongering, j'y reviendrai. Sous couvert de médecine fondée sur l'expérience, le DSM-3 devient la Bible des cliniciens. La symptomatologie s'élargit, la sémiologie s'appauvrit. De 50 diagnostics avec le DSM-1, on est passé à plus de 500 avec la cinquième édition, et de nouvelles catégories sont apparues. Aujourd'hui, le deuil peut être une pathologie, comme le syndrome prémenstruel. Récemment, discutant avec un universitaire, je lui demandais combien d'hystériques ou d'authentiques maniaco-dépressifs chez les bipolaires, atterré par l'explosion de cette pathologie et le coût de son traitement chimique. Il m'a répondu « Ces maladies n'existent pas ». Le DSM est apparu en 1952 et correspondait à un besoin urgent d'élaborer un langage psychopathologique commun à des cliniciens de culture et de référentiels théoriques différents. On passe alors de la maladie mentale, qui suppose une étiologie repérable, au trouble mental, en raison de la difficulté à décrire la cause de ces dysfonctionnements. Le concept de trouble, trouble bipolaire, trouble de l'adaptation, etc., n'a pas d'implication causale, écarte toute lecture subjective et se centre sur une vision tout à la fois objective, entre guillemets, et marquée apparemment du sceau de la seule rationalité. En psychiatrie, chaque symptôme est réduit à un comportement ou un affect. Les névroses sont démantelées au profit de troubles de l'adaptation, de troubles de la personnalité. C'est l'avènement de l'objectif, des noms qui ne stigmatisent pas, des acronymes devenus sigles coupés de toute structure, d'une sémiologie froide, technique, déshumanisée, puisque dépourvue de relations avec soi-même et avec l'autre. Sonne alors l'heure de la transparence, de la traçabilité, des transmissions ciblées. Mais parallèlement, comme l'ont montré Féric et Fang, la pression publicitaire s'exerce chez les chercheurs et entraîne une augmentation massive des rétractations dans les publications scientifiques. Plus de 2000 rétractations entre 2005 et 2011, contre quelques dizaines pour la décennie 80. Thomas Inzel, directeur du National Institute of Mental Health aux États-Unis, fait le constat de la faiblesse du DSM, il parle du DSM-5, et de son manque de validité. Les diagnostics ne sont pas fondés sur des mesures objectives effectuées en laboratoire. Les patients souffrant de troubles mentaux méritent mieux, dit-il. La clinique elle-même se mondialise. Le patient devient usager au client en une nouvelle anthropologie où le nom du père, qui participait à structurer société et individus sur des valeurs communes, disparaît. Elle pousse à formater les individus pour en faire des machines hédonistes et performantes. Un idéal du moi qui veut exister par lui-même, disait Norbert Elias. Plus de psychopathologie, des dysfonctionnements adaptatifs. Plus de désir, mais narcissisme, frustration, immaturité comme moteur de la consommation. Alan Frances, coordinateur du DSM-4, dans un article dont je vous recommande la lecture exhaustive, disait « En France, il n'y a pas d'obligation de faire un diagnostic, mais du coup, de nombreux traitements sont engagés sans examen sérieux, et cela n'empêche pas l'explosion des dépenses de santé. » Il rappelle que la moitié des gens qui viennent pour un problème relevant de la psychiatrie se rétablissent d'eux-mêmes. Si le problème persiste, il faut recommander une psychothérapie avant même de penser à prescrire un médicament. Un mot sur les traitements. Après ce que je viens de dire de la clinique, il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur la place prépondérante prise par le médicament dans la prise en charge des patients et sur le coût des prescriptions. Comme on n'évalue pas le coût de l'évaluation, qui mesure le coût moyen d'une ordonnance fondée sur les faits scientifiques? On a longtemps considéré que le déploiement du secteur n'aurait pas été possible sans la découverte du Largactine en 1951. C'est oublier qu'Édouard Toulouse avait entrepris de changer les conditions de la pratique psychiatrique, remettant en question les principes de la loi du 30 juin 1938 et créant le 1er juin 1922 le premier service ouvert et le premier dispensaire d'hygiène mentale ayant pour objet le traitement des maladies en dehors de l'internement. Cette création constitue l'acte de naissance de la prophylaxie en santé mentale en France. Qui se souvient que l'on doit à Édouard Toulouse la gratuité des soins en psychiatrie publique? C'est oublier que la psychothérapie institutionnelle naît pendant la guerre, 10 ans avant le Largactine.
Il est cependant incontestable que la chimiothérapie a accéléré le processus. Les médicaments psychotropes vont faciliter à la fois la mise en place de techniques relationnelles et d'ambiance et la possibilité de prise en charge des malades sur le mode ambulatoire. M dit que quand leur usage est nuancé et individualisé, la prescription s'inscrit dans une démarche psychothérapique respectant la singularité de chaque patient. Il vient renforcer le traitement du milieu qui avait déjà permis de faire disparaître ces deux plaies du système asilaire, le gâtisme et l'agitation. Mais le temps passant, les prescriptions sont moins nuancées. Avec ses effets adversifs, le traitement est devenu stigmatisant. On reconnaissait le schizophrène non au stigmate de sa maladie, mais à ceux de son traitement. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de ces longues ordonnances et autres assiettes anglaises. Dans les années 70, un équilibre va être trouvé entre chimiothérapie, psychothérapie et travail institutionnel, et au début des années 80, surgit un formidable espoir avec la mise en évidence de la responsabilité de la sérotonine dans la dépression. On en est revenu avec le temps, une étude britannique récente a refroidi les ardeurs, mais ceci a conduit à une démocratisation des prescriptions, justement dénoncée par Allen Frances. Peu à peu, les anciennes molécules sont diabolisées, peu coûteuses, un bon nombre vont disparaître de l'arsenal thérapeutique. L'exemple en est le lithium. Aucune étude à ce jour n'a montré la supériorité d'aucun autre produit dans la psychose maniaco-dépressive, qui, il est vrai, n'existe plus. Et pourtant, c'est aujourd'hui une prescription marginale. Un article, il y a 48 heures, a été titré « Dans le traitement de la maladie bipolaire, le lithium tire encore son épingle du jeu ». Et pourtant, la prévention étant maintenant l'alpha et l'oméga des prescriptions, il est devenu de bon ton de prescrire dès le premier épisode délirant une molécule régulatrice ou prévenant les décompensations psychotiques. C'est oublier que le devenir d'une bouffée délirante, encore aujourd'hui, c'est 30% de bipolaire, 30% de schizophrène et 40% sans suite. Ainsi, le marché a obtenu un succès assuré dans 40% des cas, prescription aujourd'hui parentérale sous prétexte de meilleure prévention, avec des produits dont la posologie détermine prioritairement l'activité. Aucun des produits modernes n'a prouvé sa supériorité par rapport à l'aldol, mais celui-ci n'est plus guère prescrit. Alors, rappelons pour fixer les idées le coût d'une ampoule d'aldol décanoase, 3,33 €, et celui d'une ampoule d'Abilify maintenant, 268,23 €. De plus, ces produits sont instables, et si les conditions de conservation ne sont pas strictement respectées, on ne peut pas assurer que l'on ait encore du produit dans l'injection. Qui peut garantir ces conditions sérieusement en ambulatoire? C'est entre autres pourquoi les laboratoires ont insisté pour pénétrer les services de soins au cours de pause sympathiques, ou mieux encore, les associations d'usagers. La Abilify est le premier produit qui m'a été réclamé par la famille d'un patient alors qu'il n'était pas encore disponible sur le marché. Autre technique, les ateliers. Ainsi, ceux organisés par ce laboratoire qui vendait un antipsychotique aux conséquences dramatiques sur le plan métabolique et pondéral et qui organisait pour les patients des ateliers sur l'hygiène alimentaire. La prescription chez l'enfant, dont on parlait tout à l'heure, sur un cerveau en maturation donc, a également explosé. Ainsi, avec le diagnostic de troubles de dérégulation, dit troubles d'humeur explosive chez les enfants de plus de 6 ans qui présentent une, je cite, irritabilité persistante et des épisodes fréquents de manque de contrôle du comportement important et qui seraient source de surdiagnostic de troubles bipolaires. Je rappelle que ces enfants ont 6 ans. À ces enfants, on proposera donc antipsychotiques et thymorégulateurs à visée préventive. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, je vous laisse les découvrir, mais si possible pas par un jour de spleen, dans les travaux de Raymond Eyan et de David Ely, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les promoteurs de ce qu'on appelle le disease mongering, la maladie de Knock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pièce. À 7 heures, 600 thermomètres entrent dans 600 anus. C'est le triomphe de la médecine. Je m'en voudrais cependant de ne pas faire mention du constat en la matière de 2 prix Nobel d'économie, dans un ouvrage que je vous recommande et qui est intitulé « Marché de dupes ». Il montre, après Sigmund Freud, et oui, les économistes prix Nobel citent eux Sigmund Freud, Daniel Kahneman, que le plus souvent, nous ne prenons pas de décisions qui vont dans le sens de notre intérêt mieux compris, ce qui est le fondement de la duperie marchande. Ils usent pour cela d'une double métaphore. Dans un supermarché, nous irons tous dans la file d'attente la plus courte à la caisse.
ce qui ne préjuge pas du temps passé, car le temps est déterminé non par la longueur de la file, mais par le contenu des caddies, ce que personne n'observe. Et finalement, cela ne changera rien puisque nous avons tous le même critère de choix. Axiome 1, simplifier notre mode de décision pour les médicaments, ce sera celui des MeToo, c'est-à-dire le passage au moment du génériquage au même produit avec une petite modification chimique. Le paradigme de ça, c'est le Séroplex, numéro 1 des ventes en France. Pour l'entrepreneur, il faut donc trouver la faille qui pourra être exploitée. Toutes les occasions d'un profit supérieur seront saisies, c'est le fond de la duperie. C'est pourquoi vous ne trouverez pas le lait et les œufs à l'entrée du supermarché, ni l'aldol ou le Largactil dans les prescriptions. En 1957, Vance Packard a montré comment les publicitaires nous manipulent en s'appuyant notamment sur notre gentillesse ou notre désir de bien faire. Notre crédulité s'accroît dès que l'on fait appel à nos bons sentiments, être un bon soignant, être un bon médecin, ou être un médecin sérieux et scientifique. Alors comme au jeu du bonneto, le must, c'est de vendre ce que l'on ne veut pas. Où est la pièce dans le jeu du bonneto? Eh bien, je vais vous révéler un secret, elle est dans la main du magicien. C'est pour ça que vous pouvez soulever tous les verres. Le tour de passe-passe est dans ce que les auteurs appellent le petit singe sur notre épaule, en référence au mode de choix des singes capucins. Ce petit singe incite à acheter ce qui est fabriqué pour être vendu, en fabriquant préalablement nos désirs. Pour les médicaments, disent-ils, il faut créer le médicament miracle. Il s'agit pour les médecins de les mettre dans l'état d'esprit qui les amènera à penser que les malades pourraient avoir la maladie pour laquelle le médicament a été conçu. L'objectif de la campagne est de modifier le cadre mental des médecins. Au lieu de penser aux effets collatéraux en cas de prescription, et tous nous savons qu'aujourd'hui les produits n'ont quasiment plus aucun effet secondaire, ils penseront aux inconvénients que risque de provoquer sa non-prescription. On se souvient ainsi de la phobie sociale, dont Zarifian rappelait qu'elle était sortie en même temps que son traitement supposé, l'alprazolam. Le directeur scientifique au sein de la DSM et au sein du laboratoire était le même. Les auteurs prennent l'exemple de la Ritaline, dont on ne connaît aucune des conséquences au long cours et dont je rappelle que c'est une amphétamine. Un enfant scolarisé sur 9 aux États-Unis est susceptible d'être traité, mais nous ne savons que nombre de diagnostics sont erronés. Ils diffèrent selon les États, passant parfois du simple, 6% en Californie, au double, 15% dans le Kentucky. Une étude récente a montré qu'en psychiatrie aux États-Unis, 30% des diagnostics étaient erronés. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est en matière de fixation du prix des médicaments, c'est à peu près de la même eau. Un mot maintenant sur l'hôpital. L'asile est devenu l'établissement public de santé mentale. Il y a 20 ans, le 24 avril 1996, était publiée l'ordonnance 96-346 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, dont l'article 1er spécifiait « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Il faudra procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation, devenue depuis certification. » Si pour bon nombre d'entre nous, l'idée même que la psychothérapie institutionnelle et la sectorisation étaient les piliers de la pratique quotidienne, nous savions qu'elle était encore loin d'être appliquée telle que ses pères fondateurs les avaient pensées, et que dans de nombreux services, ce que l'on regardait comme l'esprit asilaire régnait encore. Ainsi, on pouvait trouver des centres médico-psychologiques au corps même de ce qui était encore des centres psychothérapiques. La qualité devient donc une ligne de conduite, à l'aide d'une démarche méthodologique issue du monde économique et industriel, où la notion de qualité recouvre une volonté de maîtrise des coûts et où s'impose la rentabilité. Mais en santé, d'une authentique recherche de la qualité des soins, on glisse vers un système dirigiste de management et de gestion des hôpitaux, accéléré par la loi HPST, et je le regrette plus récemment par la loi de santé, en s'appuyant notamment sur une logique bureaucratique et technocratique de plus en plus éloignée des préoccupations institutionnelles et d'une dimension participative effective. Tout ceci annonce en fait l'hôpital-entreprise qui sera entériné par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, à Neuchâteau, le 17 avril 2008. La gouvernance de l'hôpital public, je cite, doit être réformée. Alors là, on arrive dans le dur. Et pourtant, c'est facile à comprendre. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Excusez-moi, ce patron, c'est le directeur.
Ça ne veut pas dire qu'il agit seul. De fait, les tâches étant complexes et multiples, principe de précaution aidant, les directions de service se multiplient, aujourd'hui souvent une véritable armée mexicaine. Le PSN n'est pas soumis à la D2A. Pourtant, avec le diktat de l'activité, tout se passe comme si. Il est devenu un lieu de production de soins, ce pourquoi il a été nécessaire d'encadrer cette production par la qualité, devenu au fil du temps un système de standardisation et de bureaucratisation des actes soignants. Nous étions jeunes et larges d'épaules, chantait Bernard Lavilliers. Nombreux, nous avons cru à la qualité, persuadés qu'elle viendrait d'un renforcement et d'une adaptation de la psychothérapie institutionnelle. Nous avons tous déchanté et tous les pionniers ont quitté le ring. Aude Carrière a ouvert la maison des usagers à Sainte-Anne et s'occupe du psychome avec l'OMS. Jean-Claude Pénochet s'est tourné vers le syndicalisme. Michel Reynaud vers la dictologie. Bernard Durand a cessé de faire des visites. J'en passe, mais tout est dit. Tous, je dis bien tous, se sont engagés ailleurs, y reconnaissant plus leur engagement premier. Hélas, ce système est délétère. Il est clivant. Chacun doit respecter sa feuille de route au travers du profil de poste vérifié par l'entretien annuel. Il met à mal les solidarités. Il est déresponsabilisant, chacun se soumettant à la procédure de manière automatique. Tout ceci modifiant ou rigidifiant le rapport entre professionnels, amoindrissant le mode coopératif, entre soignants et patients, au nom de la transparence, le soignant étant de plus en plus consigné à l'ordinateur. Le vocabulaire a ici une grande importance dans un système qui, sous prétexte de clarté et de transparence, d'alliance thérapeutique, de qualité des soins, instille en réalité la méfiance qu'elle est censée combattre. Je vous renvoie sur ce point à l'article que j'ai publié récemment sur cette question dans le dernier numéro de Pratique en santé mentale. Je fais un passage de la pub pour ce petit journal passionnant. Même quand j'écris pas. L'autre revers plus sérieux est qu'en supprimant les facteurs limités d'adaptation, lorsqu'un événement indésirable survient, alors, l'événement indésirable, c'est une expression qui est tout à fait malheureuse, parce qu'on se demande pour qui il est indésirable en fait. Et au début, on peut penser qu'il est pour le patient, mais en réalité, il est surtout pour l'hôpital. Quand cet événement donc survient, il est généralement sévère. Je vous renvoie ici à ce que j'ai pu écrire il y a quelques années sur les signes noirs, et surtout à l'activité la plus récente, du suicide de soignants aux égarements d'expérimentation médicamenteuse, voire au passage à l'acte de patients, fort rares heureusement, mais spectaculaires, exploités dans un sens répressif sur le plan émotionnel par les pouvoirs publics, comme avec la loi de 2011, modifiée en 2013. Et comment oublier l'inanité de ces contrôles ? Une certification récente n'a pas mis le doigt à Bourg-en-Bresse sur des pratiques finalement dénoncées par le contrôleur des libertés. Combien de Bourg-en-Bresse, après 20 ans de qualité ? Aujourd'hui, l'institution et l'invention est hors les murs, avancée et probablement creuset de l'institution de demain. La chronicité, qu'on ne nomme plus d'ailleurs comme telle, s'est réfugiée vers le secteur médico-social qui n'était pas préparé à l'accueillir. C'est là aujourd'hui que l'on retrouve les fondements institutionnels, rappelant par là qu'ils avaient bien été créés pour la prise en charge au long cours de la psychose dans la cité. Il serait également injuste de ne pas mentionner l'émergence de la démocratie sanitaire avec les lois de 2002 et 2005, les plans psychiatrie et santé mentale. Les GEM, qui ont suscité initialement une certaine méfiance des milieux soignants, sont aujourd'hui un véritable creuset de citoyenneté et de mélange des genres. La maladie ou le handicap psychique sont le prétexte de la rencontre et de l'action, pas de diagnostic. Saluons aussi la semaine d'information sur la santé mentale, qui permet de rassembler professionnels de la santé mentale, de l'éducation, du social, usagers et familles, citoyens ou élus locaux. Enfin, même s'ils sont d'inégale importance sur le territoire français, il faut noter la mise en place des conseils locaux de santé mentale qui favorisent l'émergence de partenariats en santé mentale entre politiques, professionnels, institutions, associations de malades, qu'elles relèvent ou non du secteur sanitaire. Progressivement, c'est d'abord une culture commune dont il est prématuré de prédire les conséquences au long terme. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut proposer pour une stratégie ambulatoire ? Puisque les fondamentaux qui ont présidé au travail du secteur ont été profondément modifiés et que l'heure est désormais au territoire de santé,
que l'on assiste de fait à un recentrage de l'activité sur les situations aiguës à l'hôpital, quelle place pour les pratiques hors les murs? Je n'avais pas prévu de parler du fait que dans l'article 13, on réaffirme effectivement le principe du secteur. Ayant travaillé à l'élaboration de cet article, je suis personnellement intimement persuadé qu'on a signé en réalité la mort du secteur. L'OMS considère que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie sociale de sa communauté. C'est dire si au-delà des vicissitudes, et comme le pensaient les précurseurs, travailler en santé mentale, c'est travailler hors les lits, pour reprendre le titre de cette journée. En psychiatrie, les patients sont majoritairement pris en charge en ambulatoire au sein des établissements de santé. En 2011, selon la SAE, 71% des usagers des services ont été exclusivement suivis en ambulatoire. Il faut noter que 72% de ces structures étaient situées en dehors de l'enceinte de leur établissement de santé en 2008, assurant une meilleure accessibilité à la population. 72%, ça veut donc dire que 28% de ces structures sont encore intra-hospitalières. Le centre médico-psychologique devait être le pivot du secteur, du territoire désormais. Mais quand on regarde la réalité, elle est contrastée et montre que 45 ans après, l'idéal sectoriel est loin d'être abouti. Le rapport de la Cour des comptes en décembre 2011, puis du rapport Robillard en 2013 le confirme. La Cour des comptes déplorait, je cite, la dégénérescence de la pratique sectorielle et un usage disproportionné des hospitalisations à temps complet, rappelant qu'elles entraînent une forte coupure du patient d'avec son milieu social et familial. Les structures extra-hospitalières alternatives à l'hospitalisation restent insuffisamment nombreuses au regard des besoins. Le recours à l'hospitalisation est demeuré excessif, notamment faute de solutions d'aval, mais aussi de possibilités suffisamment développées de prise en charge alternative en amont. Cette situation de suroccupation continuelle a des effets pervers, absence de place en cas d'urgence, qui conduit parfois à recourir à l'hospitalisation sans consentement, afin de parvenir à hospitaliser des patients qui pourtant ne relèvent pas de l'hospitalisation. À cette même époque, un rapport de l'adresse montre qu'en psychiatrie, les durées moyennes d'hospitalisation sont toujours davantage liées aux caractéristiques des établissements qu'au degré de sévérité de la pathologie, et ce comme le pensaient déjà les pairs du secteur. La répartition des CMP sur le territoire est très inégale, même si le CMP existe dans 98% des secteurs. Elle est à l'image de la répartition des professionnels sur le territoire. Si de nombreux professionnels interviennent, dit le rapport Robillard, généralistes, psychiatres, infirmiers, ergothérapeutes, psychologues, assistants sociaux, il doit faire face à des vacances de postes. Ainsi des psychiatres, avec la vacance des postes en psychiatrie publique, qui est celle qui est prioritairement concernée par la prise en charge ambulatoire. Avec le départ de notre génération, la situation ne peut s'arranger, ce qui explique la part importante prise par les soignants et les psychologues dans l'accueil et le suivi des patients. C'est aussi pourquoi il faut déplorer la maigreur de la formation actuelle des étudiants infirmiers. Rappelons les chiffres. La formation en psychiatrie comprend 440 heures de théorie, 350 heures de stage obligatoire. À l'époque de l'infirmier de secteur psychiatrique, ces chiffres étaient de 2280 heures de théorie et 2360 heures de stage. Quant aux psychologues, ils jouent un rôle aujourd'hui essentiel de par leur accompagnement d'autres professionnels de santé ou du secteur social dans l'exercice de leur métier. La singularité du travail ambulatoire, c'est qu'il concerne aussi les assistants sociaux. La commission Robillard dit que leur rôle est primordial pour accompagner dans leur démarche les malades qui sont souvent isolés et démunis. Ils participent également à des visites à domicile avec les infirmiers. Le Haut Conseil de santé publique, dans son évaluation, note qu'au même titre que les infirmières, les assistantes sociales apparaissent comme des acteurs centraux de la prise en charge des patients par l'écoute et le conseil. Mais il note aussi que le recrutement et la fidélisation sont difficiles. Même si, comme les structures alternatives, la tendance est à la rationalisation, c'est-à-dire en fait à la fermeture pour regroupement des CMP, le réseau des CMP reste dense. Pourtant, le problème majeur réside toujours dans le délai pour accéder à la première consultation. Elle peut atteindre parfois 6 mois en pédopsychiatrie. Le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 avait pointé ce dysfonctionnement, toujours pas résolu.
Selon la dernière enquête menée par l'adresse, seuls 6% des généralistes adressent leurs patients à la CMP, et ce pour 3 raisons principales. Les délais d'obtention d'un rendez-vous, l'absence de retour d'information, le manque de collaboration. C'est pourquoi désormais un système de pré-entretien avec un infirmier ou un psychologue est devenu le moyen le plus courant de répondre à l'urgence et d'organiser la prise en charge ultérieure du malade en fonction de la gravité de la situation. Les prises en charge ambulatoires ne se limitent pas à l'activité du CMP. Ce qui m'a étonné quand j'ai préparé cette intervention, c'est que l'activité ambulatoire la plus importante en nombre d'actes est celle réalisée en unité d'hospitalisation somatique et aux urgences, soit 74% de l'activité ambulatoire. Les soins et interventions au domicile de la personne, la base du secteur, donc, ou en institution substitutive au domicile, constituaient en 2011 3,3% de l'activité ambulatoire. 1% de l'activité a été réalisée en établissement social ou médico-social, ce qui est très peu. Faut-il voir là une conséquence de la logique de l'acte? Le CMP doit continuer d'être l'interface naturelle avec l'ensemble de la population en demande d'aide ou de soins, interface naturelle des patients hospitalisés pour revenir au domicile tout en poursuivant les soins, et une aide à la réinsertion pour ceux qui se retrouvent du fait de la maladie, désinsérés ou marginalisés. L'accès au CMP est aujourd'hui direct, c'est la possibilité pour toutes les personnes connaissant le CMP et ses professionnels de venir demander un rendez-vous pour débuter les soins, les poursuivre ou demander de l'aide. Il devrait se faire aujourd'hui aussi par la médiation d'un intermédiaire, le généraliste, le CCAS, le service d'aide à domicile, la MSD et ses antennes, le SAVS, le SAMSA, les associations prenant en charge des personnes en situation de précarité, ou même les associations d'usagers ou de pairs, pourquoi pas les GEM. La population prise en charge s'est notablement diversifiée. Il s'agit tout d'abord des malades présentant des troubles psychotiques débutants dans la phase d'état, troubles de l'humeur, troubles dépressifs avérés, troubles bipolaires, états limites, dont le nombre augmente de façon constante. Et le CMP reçoit aussi des personnes en situation d'addiction, particulièrement la dépendance alcoolique, ou dans certaines régions, comme celle où je travaillais à Pau, des addictions toxiques, et des personnes présentant des troubles associés au passage à l'acte médico-légal qui nécessite un suivi socio-judiciaire. On note également les nouvelles demandes en rapport avec le mal-être sociétal, conjugopathie, harcèlement, abus sexuels, burn-out. D'autres personnes avec d'autres souffrances psychiques peuvent être adressées. Je pense aux troubles de l'adaptation, à la souffrance mentale liée aux conditions de vie. C'est pourquoi les soins ne peuvent être résumés par des types d'actes réalisés par tel professionnel, une consultation médicale par mois, un accueil infirmier par semaine, ou encore une séance avec le psychologue. Ils doivent être décidés de manière pluridisciplinaire à partir d'un diagnostic, d'une compréhension psychopathologique, de l'analyse de la situation concrète de la vie de la personne. C'est dire qu'il doit y avoir une élaboration collective dont le médecin prend la responsabilité et à laquelle chacun concourt. Le fonctionnement du CMP doit être conçu et mis en pratique comme sur le mode d'une interface. Les soins ambulatoires doivent se réaliser dans les lieux où s'exprime la maladie, le domicile de la personne, les lieux qu'elle fréquente, les lieux des professionnels auxquels elle recourt. Pour beaucoup de patients, prendre en charge hors les lits, c'est mettre en œuvre une prise en charge associant les différents registres. Les différentes interventions d'un CMP moderne qui continue d'inscrire comme priorité des soins de proximité, c'est évaluer l'évolution de la maladie, prévenir les récidives pour des raisons thérapeutiques, surveiller les traitements, la compliance, les aménager chaque fois que nécessaire, voire aussi maintenir le lien avec le réseau et l'environnement, lien si indispensable pour réinsérer le patient. Mais ce travail doit aussi se construire dans les lits, vers les unités d'hospitalisation. Il faut être l'intermédiaire entre patient et ville, et l'hôpital quand c'est nécessaire. Intermédiaire entre patients hospitalisés et ville pour organiser les sorties. Exister dans les représentations des soignants en intra-hospitalier, de façon à ce qu'ils puissent faire appel à l'équipe du CMP pour faciliter la sortie d'un patient, mais aussi en organisant pour eux les admissions des personnes nécessitant l'hospitalisation, tout particulièrement depuis la loi 2011-2013, qui a entraîné une augmentation des interventions préventives à domicile dans le cadre des hospitalisations contraintes. Enfin, aujourd'hui au CMP, si les infirmiers et les psychologues assurent un important travail au niveau de l'évaluation clinique, ils ont également un rôle majeur dans les missions de prévention, primaire, secondaire ou tertiaire.
Cette mission ne peut se concevoir qu'en privilégiant un fonctionnement en réseau. En effet, la complexité des situations nécessite une approche multipartenariale et pluridisciplinaire où chacun joue pleinement son rôle dans son domaine de référence. J'en arrive à la conclusion. Ceux qui parmi vous ont travaillé à mes côtés savent que j'aime les bandes dessinées. Il est rare que dans un article ou une intervention, je ne cite pas Goscinny, Uderzo ou Maurice. Alors pour conclure, je ferai référence à cette rengaine désabusée des légionnaires romains maltraités une énième fois par Astérix et Obélix. Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait. Engagez-vous, rengagez-vous dans les instances démocratiques, dans l'hôpital bien sûr, mais aussi dans la cité. Il ne sert à rien de se lamenter de l'abstention ou du faible taux de syndicalisation, de stigmatiser nos dirigeants. Si nous ne nous mobilisons pas, nous aurons les dirigeants dans et hors de l'hôpital que nous méritons. Engagez-vous, engagez-vous dans la formation, pour qu'elle ne se limite pas aux impératifs de la gestion et de la qualité, à des concepts vides de sens comme la transparence ou la bientraitance, mais plutôt pour rappeler que l'homme est un sujet biopsychosocial, comme le définit l'OMS, et que de ce point de vue, le fou est un homme comme les autres, comme l'infirmier ou le médecin. La clinique psychiatrique est nécessairement pluridimensionnelle. Engagez-vous, engagez-vous dans les actions collaboratives, tant avec les collègues qu'avec les structures extra-hospitalières, sociales et médico-sociales, GEM, SAMSA, SISM, etc. Engagez-vous, engagez-vous dans le partage des savoirs, qui ne crée pas une hiérarchie des pouvoirs. La solidité de chaque entité clinique est une garantie de la possibilité des échanges entre professionnels, surtout en situation d'urgence où il faut prendre des décisions pertinentes rapidement. La hiérarchie, fondée sur les niveaux de responsabilité, joue alors un rôle de point de capiton, structurant, filet de production indispensable pour les actions de soins, surtout dans la cité. Engagez-vous, engagez-vous pour travailler comme partenaire avec les structures d'accompagnement et d'hébergement des patients dans la cité, en n'oubliant jamais les conséquences de la double aliénation. Engagez-vous, engagez-vous dans la mise en cohérence, l'articulation, la définition de la place de chacun, de chaque structure et de chaque service dans le sanitaire, le social, le médico-social, les parcours d'insertion professionnelle, le logement. Engagez-vous, engagez-vous surtout pour prendre plaisir à votre vie professionnelle, pour être, comme le disaient les psychanalystes, support de désir pour le patient, afin de vectoriser leur existence, leur donner sens et permettre à chacun de s'épanouir au mieux de ses possibilités subjectives. J'en oublie, mais surtout, engagez-vous, engagez-vous pour pratiquer à nouveau la cognatrie des années 2010. Ainsi, vous réussirez l'extraordinaire. Réussir l'ordinaire, et même, comme le prenait Georges Perec, l'infraordinaire. Toutes ces petites gorgées de bière qui constituent la trame de notre quotidien, à côté desquelles nous passons le plus souvent et qui sont l'essence même de la vie. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? À la fin de mon internat, discutant avec l'agrégé du service, il me faisait remarquer que nous critiquions beaucoup nos maîtres et l'air du temps. Et il concluait: « Mon vieux, un jour, vous évoquerez cette période de votre carrière avec nostalgie. Et ce jour-là, vous serez devenu un vieux con. » Je sais aujourd'hui qu'il avait raison. Alors quand nous nous retrouvons entre vieux cons pour parler du bon vieux temps, nous faisons toujours le constat suivant: nous nous sommes bien amusés. Et nous souvenons de ce que disait Jean M. Il existe chez tout psychothérapeute institutionnel une dimension ludique et iconoclaste, comme ultime ancienne. Je vous dis, amusez-vous bien. Et je vous remercie de votre patiente attention.